Créés par la France et la Grande-Bretagne avec des frontières artificielles au début du siècle dernier, les États constituant ce que l'on appelle le Moyen et le Proche-Orient affrontent depuis quelques années des révoltes et des soulèvements à caractère religieux, ethnique ou communautaire, basculant rapidement dans des guerres civiles. Avant même la naissance de l'islam, les populations araméennes vivant sur les territoires allant de Palestine au nord de l'Irak s'étaient converties au christianisme. Malgré les conquêtes arabo-musulmanes et la servitude qui leur fut imposée, une grande partie de ces populations conserva la religion chrétienne et même souvent sa langue araméenne, celle du Christ. Quant aux conquérants musulmans, si leur islam orthodoxe, dit sunnite, fut et demeure majoritaire dans le monde et au Moyen-Orient, d'autres branches de l'islam vont voir le jour, et la première d'entre elles, la chiite, dès la mort du prophète. Ils sont aujourd'hui majoritairement non-arabes, principalement installés en Iran, 90% de la population, et dans les pays arabes comme l'Irak où ils sont majoritaires à 65%. Mais également dans les monarchies du Golfe où ils sont très minoritaires et au Liban où ils représentent un tiers de la population. Mais au fil des siècles, plusieurs dissidences chiites vont s'opérer, créant des petites communautés comme les Alaouites au nord de la Syrie, les Druzes à cheval sur la Syrie, le Liban et Israël, les Alévis et les Yazidis parmi les populations non arabes, respectivement turques et kurdes. Or, si le chiisme est reconnu comme une religion musulmane par les sunnites, ces petites communautés sont considérées comme hérétiques et leurs fidèles comme des apostats. En plus de la multiplicité des religions, le Moyen-Orient est composé donc de plusieurs ethnies et nations. Les intérêts et les revendications des Turcs, des Perses, des Kurdes et des Arabes, sans compter ceux des chrétiens araméens plus ou moins fraîchement arabisés, s'entremêlent et s'affrontent. Soumis à la dictature d'un sunnite pendant plus de 25 ans, Saddam Hussein, les chiites irakiens, ayant pris le pouvoir depuis l'intervention américaine, n'ont cessé d'humilier leurs compatriotes sunnites. En Syrie, le régime dictatorial tenu par la communauté alaouite, 10% de la population, était vécu par les Syriens sunnites également comme une injustice. De plus, ces deux régimes étant soutenus par l'Iran, le conflit religieux se voit doublé par un autre plus vieux, arabo-perse. La révolte sunnite, commencée par des actes terroristes en Irak sous le label Al-Qaïda, débouchera très vite vers une organisation mieux structurée, l'État islamique, et un projet politique clair, la conquête et l'islamisation du monde qui doit aboutir à la Oumma islamique, la nation islamique, la seule qui doit être tolérée. Hier mercredi à 11h30, au moins 2 individus vêtus de noir pénètrent dans la rédaction du journal satirique situé au 10 rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement de Paris. Les terroristes abattent une personne à l'accueil puis montent au 2e étage où les journalistes sont réunis pour leur conférence de rédaction hebdomadaire. Un véritable massacre est alors commis. Ils abattent le policier en garde permanente du journal et les dessinateurs historiques de Charlie Hebdo. Charb, Cabu, Wolinski, Tinius et le journaliste économique Bernard Marie. L'État islamique est très friand de décapitation. Mais d'ailleurs, il se conforme au beau modèle, Mahomet, qui a beaucoup décapité. En 627, il a fait décapiter en un jour entre 600 et 900 personnes. La décapitation est une tradition dans l'islam. Les djihadistes poursuivent néanmoins les pillages et les destructions du patrimoine historique et religieux. En Irak particulièrement, les terroristes ont d'ores et déjà détruit à l'explosif ou à la massue de nombreux vestiges et antiquités inestimables à la cité de Nimroud, de Hatra ou encore au musée de Mossoul. Aujourd'hui, c'est la cité antique de Palmyre en Syrie qui voit l'État islamique à ses portes et risque de connaître le même sort. Plusieurs fois millénaires, les vestiges de Palmyre ne constituent aux yeux de Daesh que des ruines d'idoles païennes qu'il convient d'éradiquer ou de revendre. Il n'y a pas de commune mesure entre l'évangile et l'islam. Qui peut venir après le Christ sinon l'antichrist? L'islam vient pour détruire le christianisme. Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Autrement dit, nos péchés ne sont pas expiés, donc on n'est pas sauvé. Et dans le Coran, Jésus est appelé la vérité. Sourate 6, verset 73. Pas Mahomet. Il est dit être la parole de Dieu. Pas Mahomet. Être né d'une vierge. Pas Mahomet. Faire des miracles. Pas Mahomet. Le Messie. Pas Mahomet. Être au ciel. Pas Mahomet. Revenir à la fin des temps pour le jugement. Pas Mahomet. On voit que le Coran lui-même, à l'origine, était tout autre chose que l'imaginent les musulmans, c'est-à-dire, en fait, une secte judéo-chrétienne. Pour les musulmans, le vrai sauveur, c'était Jésus. Après la conquête de Jérusalem vers 638,
et la reconstruction du temple. On a des témoignages contemporains. On se rend compte que le Messie ne revenant pas, les Arabes se disent, nos maîtres en religion judéo-nazaréen nous ont trompés. Ils nous ont promis le monde, ils nous ont promis qu'on serait on vivrait dans un temps de félicité, qu'on serait les maîtres du monde. Or, Jésus ne revient pas, ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils se disent, mais nous sommes déjà les maîtres du monde, puisque militairement, par un concours de circonstances incroyables, qui vient de l'opposition entre les deux grands empires perses et byzantins, qui se sont épuisés l'un l'autre dans leur guerre, par ce concours de circonstances-là, les Arabes sont peu ou prou maîtres de cette région. Maîtres de cette région, et puis jusqu'en Perse. Les factions diverses vont rivaliser d'inventivité pour justifier leur pouvoir en termes religieux, pour se dire les plus légitimes pour gouverner au nom de Dieu. Et on va voir apparaître les concepts de calife, de Coran au sens musulman. Pendant le 11 janvier, on n'a pas vu de manifestation de masse des musulmans. Une doctrine officielle qui ne dissocie pas le politique et le religieux et qui prône toujours la charia, la loi islamique. Dans la cité grecque, la démocratie, c'était le pouvoir du peuple encore. Et au fond, à certains égards, la conception de la démocratie de la cité grecque peut se réaliser à travers cela. Mais les sociétés occidentales ont développé une autre vision, disons une vision complémentaire de la démocratie, plus centrée sur les droits de l'individu, les droits de l'homme, et c'est cet aspect-là qui fait problème. Donc, c'est ce qui fait du reste qu'on a quelquefois du mal à parler de la démocratie dans ces pays, parce que sous un certain biais, elle est présente, et sous d'autres, elle ne l'est pas. En Turquie, par exemple, le chef Erdogan, à la fois, a été élu de manière tout à fait régulière. Personne ne conteste la régularité de l'élection. Il a bien été porté, disons, au pouvoir par une volonté populaire. Et en ce sens, on est bien en démocratie. Mais par contre, la manière dont il s'attaque aux minorités, là, ne correspond pas à notre conception de la démocratie. On a admis que, selon nos valeurs, on avait même le droit, disons, de s'insulter tant qu'on restait dans l'insulte verbale. Et donc, au fond, que la frontière de la sauvagerie et de la civilisation passait entre l'insulte verbale... Entre le préjudice moral et le préjudice physique. Et puis, voilà. Alors que, dans beaucoup de pays, enfin, et pas seulement dans les pays musulmans, dès qu'on est rentré dans l'insulte verbale, et spécialement, disons, à l'égard du prophète, on a quitté la vie civilisée. Non, les revendications sont très claires. Daesh, qui vient d'un mouvement qui est pan-islamiste, sunnite, veut rétablir les frontières du califat, un califat transnational qui détruit toutes les frontières dites artificielles, car soi-disant créées par des infidèles ou des occidentaux, alors qu'en fait c'est plus complexe. Il y avait quand même des pays qui existaient depuis très longtemps, mais le mythe du califat, c'est détruire toutes les frontières nationales. La seule nation acceptable, c'est la Ummah al-Islamiyya, c'est-à-dire la nation islamique. Il y a une relative cohérence dans leur volonté d'agresser tous leurs voisins et de détruire les frontières, parce que pour eux, tout gouvernement qui n'est pas fondé sur la Ummah Islamiyya et ce califat transnational est un gouvernement illégitime qui sépare les musulmans, qui les divise. Il dit souvent « inaziliya ». C'est le séparatisme, la division. Donc il faut réunir ce que Dieu a voulu unir. Une fois qu'on aura recréé cette Ummah, donc ça inclut l'Inde aussi, qui fut pendant des siècles sous les Moghols musulmans, une fois qu'on aura réuni tous ces musulmans actuels ou qui furent musulmans, eh bien on agressera par le djihad les pays qui n'ont jamais été soumis à l'ordre juridique islamique. Donc la volonté ultime, au final, c'est de convertir le monde entier en un État islamique. Absolument. Le Lebensraum des nazis, c'était l'espace germanique où il y avait des minorités allemandes. Le Lebensraum des islamistes, ça qui est terrifiant, c'est comme les communistes, c'est la planète entière. C'est très simple. Déjà, Erdogan est un frère musulman, de par son passé. Il joue un jeu malicieux. C'est une sorte de cheval de Troie de l'islamisme en Europe. Il est en train de nous infiltrer. Qu'est-ce qui se passe en Occident? Qu'est-ce qui se passe en France? Il y a une espèce de démission par rapport à cet héritage culturel, humaniste qui est le vôtre. Une civilisation ne tient que par ses valeurs. Le reste va s'écrouler. Cessons de mettre des paravents pour que la communauté internationale ne se rende pas compte de ce qui se passe. Monsieur Bild, l'État islamique est financé et armé aujourd'hui même par cette même coalition qui dit qu'elle va en guerre dans nos pays pour se mettre en guerre contre la terreur. C'est un vrai scandale. Alors, quelle humanité nous avons à partir de ces prémices?
l'impossibilité apparente depuis longtemps, depuis des siècles, du corpus doctrinal musulman à se réformer est un problème de fond, qu'on n'évoque jamais dans les grands médias. Islam, la France serait-elle un terreau fertile pour le salafisme? C'est en tout cas ce qu'affirment les services de renseignement. En effet, il y aurait 5000 adeptes, 10 fois plus qu'il y a 10 ans. Les lieux de culte sous influence salafiste sont passés de 44 à 89 en 4 ans. En pleine expansion depuis les années 2000 en Europe, ce courant extrémiste de l'islam, arrivé depuis l'Algérie, promeut une pratique radicale et prône le rejet de l'Occident. Toute soumission aux lois républicaines est considérée comme illicite. Le discours consiste à développer une vision victimaire des événements concernant la communauté musulmane. La stratégie de supplantation d'un lieu de culte modéré est souvent la même. Le sport amateur deviendrait un vivier de radicalisation et de prosélytisme. C'est en substance ce qui émane d'un rapport de 13 pages du service central de renseignement territorial remis à l'Élysée sous le titre « Le sport amateur, vecteur de communautarisme et de radicalité ». Derrière cette appellation administrative se cache en réalité la forte poussée de l'islamisme dans les banlieues, révélant un climat de plus en plus violent. Les clubs de football sont les premiers lieux de propagande islamique. Les renseignements font en effet état d'éducateurs issus de la mouvance salafiste et fichés comme tels. À Perpignan, une équipe de football n'hésite pas à se servir de la pelouse comme véritable tapis de prière avant ou pendant les matchs, au grand étonnement des arbitres. Des associations sportives se servent également de leur gymnase pour les prêches et les prières islamiques. Le constat alarmant fait suite à de nombreuses affaires de violence dans le monde amateur, sans pour autant que les services de renseignement n'établissent de lien. Là encore, le football est la première discipline visée. Arbitres et adversaires tabassés, matériel dégradé, insultes, règlements de compte. Les rencontres de fin de semaine ressemblent de plus en plus à des champs de bataille. يعني ليس له سن معينة في إجراء العقد يعقد على حتى يمكن أن يعقد على فتاة عمرها سنة زمان